Oui, vos objectifs et vos rêves sont si grands et si importants. On n'obtient rien en allant aux Jeux olympiques. Les Jeux olympiques sont pour l'amour de votre pays et la fierté de vous-même. Nous allions avoir tout le nécessaire pour réussir. Tout est question d'obtenir le moindre petit avantage. Le prochain groupe de femmes ou de filles ne tolérera pas ça. Elles sauront que nous n'avons pas à le supporter. Je n'ai pas à être traitée de cette manière. Je n'imposerai jamais à une survivante d'en parler. Si possible, tu devrais. Ce qui me rendait unique, je ne peux plus le faire. Ah, je ne suis plus rien maintenant. Je crois que les gens sont généralement plus forts qu'ils ne l'estiment. Je me rappelle avoir exprimé à Adam ma crainte de ne pas être aussi bon que je l'espérais. Bienvenue à Success Story, je suis Scott DeClary, votre hôte. Le podcast Success Story fait partie du réseau de podcasts HubSpot. Des nouvelles très excitantes. La conférence Inbound de HubSpot est de retour, ce qui signifie que vous devez libérer vos emplois du temps, marquer vos calendriers, trouver une babysitter, 3 jours bien remplis du 18 septembre au 20e en direct de Boston. Vous allez entendre des récits inspirants, des interviews franches sur les hauts et les bas de personnalités incroyablement notables, des propriétaires d'entreprises, des politiciens. Vous allez apprendre des entrepreneurs à succès comme Ryan Reynolds et Serena Williams sur comment ils se sont réinventés eux-mêmes et leurs entreprises pour atteindre un succès massif. Vous obtiendrez des perspectives précieuses de leaders de l'industrie et de visionnaires sur des stratégies pour la croissance personnelle et professionnelle et bien plus encore. Et par-dessus tout cela, je parle à nouveau. C'est mon 3e Inbound, donc je vais faire un segment. Donc, si vous voulez entendre Ryan Reynolds, Serena Williams, ou si vous voulez m'entendre, allez sur inbound.com, allez voir la programmation et prenez vos billets aujourd'hui. Je vous verrai à Boston. Cara, j'apprécie que tu sois venu. Merci beaucoup. Je suis impatient de me lancer là-dedans. J'ai hâte de parler de tout ton parcours. Beaucoup de belles choses, beaucoup de choses pas si belles. Donc nous allons aborder tout cela et en quelque sorte, je veux juste avoir le récit brut et non verni de ta vie vraiment, parce que c'est une histoire vraiment intéressante. Mais tu as écrit un livre. Tu as rédigé un livre sur ta vie. Comme d'habitude, j'écoutais quelques podcasts avant de commencer. Et j'étais intéressé par le fait que tu aies dit que tu étais très nerveux à l'idée d'écrire ce livre et beaucoup de choses dont tu as écrit et qui t'est arrivé et dont tu parles, ce n'est pas comme si c'était si récent, comme s'il y avait eu quelques années depuis que beaucoup de ces choses se sont passées. Alors parle-moi de pourquoi les nerfs quand tu écris un livre et te mets là-bas en parlant de ce genre de sujet, surtout quand les gens supposeraient que d'accord, donc c'est arrivé, c'était difficile, mais comme c'est arrivé dans le passé, tu as avancé ces choses, je suppose vraiment reste avec toi. Oui, et je pense que beaucoup de cela aussi, et qu'il y avait quelques détails que j'allais partager dans le livre. J'avais un peu ce genre de juste l'état d'esprit de je partage tout ou je ne partage pas, parce que c'est un peu comme allumer une allumette à ça. C'est intéressant cependant parce que, n'est-ce pas, comme votre processus de pensée sur l'écriture de ce livre et l'inquiétude du jugement, j'ai l'impression que c'est la raison pour laquelle certains comportements vraiment merdiques n'existent pas, ne sont pas mis en lumière à cause de ce processus de pensée exact. Et les gens qui n'ont pas l'influence que vous avez et qui n'ont pas le CV que vous avez, je veux dire, vous avez même eu un peu de doute de soi. À propos de l'écriture de ce livre, pouvez-vous imaginer quelqu'un qui n'a pas eu la carrière que vous avez eue, essayant de parler des gens avec qui ils ont eu affaire? Je veux dire, il s'est passé beaucoup de choses dans votre carrière. Bien sûr, tout le monde n'est pas impliqué dans un énorme scandale de drogue, mais il y a d'autres aspects à cela. Il y a des sections sur le harcèlement sexuel, sur le traitement en tant que femme, des aspects plus universellement applicables. Il n'y a pas besoin de honte à propos de ces questions. Vous l'avez juste fait intuitivement. Et je veux juste dire, avant même que nous commencions, je pense que c'est vraiment admirable que vous vous soyez exposé. Et je veux juste dire merci d'avoir écrit cela parce que plus il y a de personnes qui s'expriment, surtout des personnes influentes, mieux c'est pour toute femme qui essaie simplement de faire son truc, d'exceller, de repousser les limites, de travailler dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment admirable. Mais je suis curieux maintenant que vous avez rétrospectivement écrit.
Quel a été le résultat? Positif, négatif, pas seulement en termes d'accueil du public, mais aussi dans votre vie personnelle. Avez-vous été surpris par certaines réactions, positivement ou négativement? Oui, je veux dire, pour moi, c'était extrêmement guérisseur. Ce qui m'a un peu surpris, je me suis réveillée le matin de sa sortie et un reportage était diffusé sur Good Morning America, que nous avions filmé à l'avance. Je ne l'ai pas regardé. Je suis juste allée courir. Je suis revenue. J'étais très nerveux hier, mais avec le déroulement de la journée, je me suis sentie beaucoup plus paisible. Je pense qu'au cours de l'année dernière, je me suis sentie de plus en plus légère, comme si je portais beaucoup de honte et beaucoup de juste des choses dont j'avais honte, et cela n'a plus aucun contrôle sur moi désormais, comme si j'avais provoqué sa perte de contrôle. Donc je pense que cela m'a surpris à quel point c'était guérisseur. Et puis je pense à toutes les personnes qui ont tendu la main et continuent de le faire, qui ont été dans des situations similaires, comme non, peut-être qu'elles n'essaieront pas de gagner le marathon de Boston, mais quelque chose s'est passé au travail ou à l'école. Et ça a été surprenant, le nombre de personnes qui ont tendu la main. Je pense que c'est un peu difficile à entendre. C'est effrayant d'y penser. C'est vraiment effrayant. Oui, oui, et honnêtement, pendant les premiers mois de la publication du livre, j'ai dû arrêter de recevoir toutes sortes de communications avec les gens parce que je me sentais vraiment submergée. Je ne me sentais même pas mal de dire cela, mais j'avais l'impression de prendre en charge le traumatisme des autres. Je suis beaucoup plus éloignée de cela maintenant, mais j'ai été surprise et attristée, pour être totalement honnête, que tant de gens puissent se retrouver dans cette histoire et dans les pires parties de cette histoire. Mais encore une fois, comme vous le disiez plus tôt, c'était la raison pour laquelle je devais être là. Je veux dire, quand j'étais à l'apogée de ma carrière de coureuse, j'étais sur la couverture de chaque magazine de course. Je recevais beaucoup d'argent pour une coureuse. J'étais le visage de la course dans les journaux tout le temps. J'avais l'air d'avoir cette vie parfaite. J'étais dans chaque publicité. Et pourtant, ces choses m'arrivaient. Et donc, si elles peuvent m'arriver, elles peuvent arriver à n'importe qui. Et c'était vraiment important pour moi. Vous vous demandez jamais, parce que quand vous avez affaire à la course était votre travail. Donc, quand vous avez affaire à un traumatisme dans un environnement professionnel dans votre travail, la performance n'est jamais à 100%. Et je sais que la psychologie du sport est très réelle au point que je suis sûr qu'au niveau où vous opériez, vous voyez des équipes et des athlètes toujours s'aligner avec des psychologues pour optimiser les performances. Et cela signifie beaucoup quand une équipe qui n'est pas optimisée mentalement ne performera pas au niveau, indépendamment de leurs compétences en tant qu'équipe qu'il est ou un athlète qu'il est. Mais quand vous repensez, pensez-vous que votre carrière a même été mise en danger dans une certaine mesure par les merdes que vous traversiez? Comme si vous pensiez, où aurais-je pu aller avec ça si j'étais essentiellement libre de tout ce stress et de toute cette négativité? Vous savez, même en écrivant le livre, je n'y ai pas pensé à l'époque. Je pensais que j'étais une si grande compartimenteuse. Je pense que cela a commencé parce que mon père est mort quand j'étais petite et que j'étais vraiment douée pour mettre de côté tout ce qui faisait mal et pas comme si cela ne me servait pas. Alors je ne vais pas m'en occuper, je ne vais pas le ressentir. Mais je dirais qu'après la sortie du livre, un reporter a écrit une histoire à ce sujet et a dit « Vous savez, cela me fait penser à ce qu'elle aurait pu faire si elle n'avait pas eu à gérer tout cela. » Et cela m'a en fait rendu un peu triste parce que je ne m'étais jamais donné la grâce de considérer que, vous savez, j'étais dans le meilleur programme du monde, travaillant pour la plus grande entreprise sportive du monde. Et tout ce que je voyais, c'était qu'il y avait bien sûr des choses mauvaises, mais j'avais aussi tellement d'opportunités. Et donc, je n'y ai jamais pensé de ce point de vue. Et cela m'a rendu un peu triste. Je pense vraiment, wow, tu sais, au sommet de ma carrière, aux âges culminants de ma performance, je devais gérer tellement de stress au quotidien. Et peut-être que j'aurais pu mieux performer si je n'avais pas eu toutes ces autres choses en cours. Ouais, non, je pense juste que c'est, encore une fois, c'est important que vous mettiez cela en avant parce que vous pensez à l'opportunité qu'un environnement comme celui-ci pourrait voler à quelqu'un qui n'avait pas comme, je veux dire, c'est toujours intéressant comment la vie nous prépare. Et vous savez que ce soit la mort d'un parent ou une éducation vraiment difficile, c'est nous oblige à être un certain type de personne. Et peut-être que si vous n'aviez pas eu ces événements traumatisants tôt dans votre vie, peut-être que cet environnement négatif aurait tellement dévié que vous n'auriez en fait pas été capable de performer au niveau auquel vous avez performé.
C'est tout. La vie est étrange. La vie est très étrange. Peut-être que si j'avais géré mes émotions depuis mon enfance, je ne le ferais pas. Oui. J'ai pu le faire à la fin de mes 20 ans et au début de mes 30 ans, malheureusement ou heureusement, selon votre point de vue. C'est un ensemble de compétences dans lequel j'étais vraiment douée. Quand vous pensez à maintenant, quand vous mettez cela dans le monde et quand vous parlez de quand vous le mettez en lumière et que vous pensez à toutes les opportunités potentielles que vous permettez à une génération plus jeune qui s'aligne avec la bonne équipe, le bon entraîneur, le bon environnement, surtout quand ils sont plus jeunes. Et vous espérez que, vous savez, si les gens agissent correctement et comprennent le devoir de prendre soin d'un jeune athlète en tant qu'entraîneur, quel que soit le professionnel, vous espérez pouvoir permettre des opportunités supposées. Peut-être que vous savez mettre en lumière une mauvaise organisation qui pourrait essentiellement détruire toute la carrière de quelqu'un s'il reproduisait ce qui vous est arrivé à un coureur plus jeune, à un athlète plus jeune qui n'était pas aussi mentalement fort. C'est juste très triste parce que vous le voyez beaucoup avec les athlètes et les entraîneurs. Je ne sais pas pourquoi vous le voyez autant, je ne comprends pas vraiment, mais comme j'ai entendu votre histoire, vous entendez beaucoup d'histoires d'entraîneurs qui abusent et profitent à un certain degré de jeunes athlètes à divers degrés. Je viens d'un milieu de hockey, je ne me souviens pas du nom de l'entraîneur, mais je pense que c'était Theo Fleury qui a été abusé par un entraîneur ou un formateur quand il était plus jeune. Peut-être que je me trompe d'athlète, mais encore une fois, le point est que cela arrive beaucoup, ce qui est assez effrayant. Je ne sais pas pourquoi non plus. Évidemment, c'est quelque chose à propos de la dynamique de, vous savez, vos entraîneurs, surtout quand vous êtes extrêmement motivé, quand vous êtes un athlète extrêmement motivé, parce qu'ils sentent que votre entraîneur devient le gardien de votre rêve. Alors, vous savez, vous êtes prêt à contourner certaines choses et à accepter certaines choses parce que vous êtes tellement concentré sur ce rêve que vous êtes prêt à supporter beaucoup de choses que vous ne devriez absolument pas. Mais je ne sais pas pourquoi les entraîneurs se retrouvent dans cette position. Comment ont-ils fait? Qui était l'entraîneur de gymnastique? Donc, c'était lui. C'était Larry Nassar, mais il était comme thérapeute. Il était le manuel. Oh, d'accord. Donc, oui, il n'était pas un véritable entraîneur. Il était un vraiment mauvais gars. Il était un très, très, très mauvais gars, ouais. Il a agressé des centaines de femmes, je crois, entre le Michigan et les États-Unis, équipe nationale. Donc, vous savez, pensant à ce que des centaines de femmes, et ça a pris tant de temps pour qu'on le tienne responsable. C'est incompréhensible. Il y a toutes ces femmes, leurs familles, leur système de soutien, mais étrangement, personne ne veut dénoncer ce type, malgré son comportement déplorable, que je suis sûr connu de tous depuis longtemps. Oui, mais les athlètes pensent, eh bien, tout le monde passe par ici, et tout le monde qui est bon, tout le monde qui va aux Jeux olympiques passe par ce gars, et ils ne disent rien. Et je pense juste que, vous savez, je pense à ces choses, je veux dire, il est un exemple extrême, évidemment, mais c'est... Comment? Ça arrive, non? Comme vos objectifs et vos rêves sont si grands et si importants que vous commencez à faire des compromis sur votre propre personne, je ne sais même pas quel est le mot, mais des choses que vous permettriez de vous arriver parce que vous vous dites bien qu'ils le font. C'est presque comme si vous compromettiez vos propres valeurs morales en tant que personne. C'est juste dégoûtant. Je veux d'abord parcourir votre histoire et nous entrerons donc un peu en accéléré parce qu'il y a beaucoup de parties à votre histoire. Commençons par où vous avez commencé. Vous avez commencé à courir tardivement, donc peut-être me donner simplement un résumé de votre éducation. Je veux dire, vous venez de mentionner que votre père est décédé. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous mettre à courir? Oui, donc mon père est décédé une semaine avant mon 4e anniversaire et j'habitais en fait sur la côte Est. Je suis née à New York et quand mon père est mort, nous avons déménagé dans une ville culturellement totalement différente, Duluth, Minnesota. Complètement différent. Où vivaient les parents de ma mère. Et vous savez, ma sœur avait 6 ans, j'en avais 4 et j'avais une sœur de 6 semaines. Donc ma mère avait juste besoin d'aide. Alors nous avons emménagé chez ses parents pendant un petit moment, avons obtenu une maison à Duluth et j'ai grandi à Duluth. Mon grand-père était un coureur de longue date. Vous savez, ce qui est super intéressant pour moi, c'est qu'il n'était pas un coureur de compétition. Il courait avant que dire que la course était pour la santé mentale ou que l'exercice aidait votre santé mentale, avant que ce soit une chose que quiconque dirait.
il courait et il avait l'habitude de me dire que je me sens tellement mieux, je me sens tellement plus calme. Donc, de toute façon, il m'a emmené, j'étais un enfant très timide à ma première course. Et il adorait raconter cette histoire avec tous ses enfants alignés. C'est une course d'un mile et certains d'entre eux ont leurs parents qui courent avec eux et j'avais mon grand-père. Et il tire le coup de départ et je tombe si fort et je me relève. Et il peut voir que je saigne beaucoup de mes genoux et il pense « Oh mon Dieu, j'ai juste gâché ce sport pour elle » et je l'ai choqué en disant qu'il nous échappe. Et il n'avait aucune idée que j'étais compétitive. Rien de tel. C'est ainsi que tout a débuté. Et je veux dire, je ne sais même pas quelle place j'ai obtenue. Ce n'était nulle part près de la tête. Mais sa fierté en moi que j'ai fini m'a donné l'envie de courir à nouveau. Il n'était pas sérieux. C'était juste quelque chose que je faisais avec mon grand-père quelques fois par an. J'ai grandi, tu sais, je viens du nord du Minnesota. Alors, nous avons fait du patinage artistique, j'ai dansé, j'ai skié, toutes ces choses. Et puis, quand j'étais au collège, c'était la première fois que je participais à une course organisée et c'était le premier sport que j'ai jamais pratiqué. Je veux dire, j'ai joué à tous les sports. Je te dis, comme si j'avais eu des leçons privées dans tous les sports parce que ma mère s'est remariée avec quelqu'un qui était très sportif, mais c'était la première fois que je courais pour l'équipe organisée, que je pouvais juste courir, comme je n'avais pas à penser à comment la raquette était dans ma main ou comment je faisais ma lame ou j'allais frapper le ballon de football, comme je devais penser à ces choses pendant que je jouais ou comment mon poteau était planté, comme je pouvais juste courir. Et donc, je suis tombée amoureuse assez rapidement. Et puis, j'ai couru tout au long du lycée. J'étais plutôt bonne, j'ai remporté quelques titres d'État et j'ai participé 2 fois aux championnats nationaux en tant que lycéenne. J'ai poursuivi à l'Université du Colorado avec une petite bourse. J'ai eu du mal avec ma course pendant un moment. Je mesure désormais 1,73 m, alors qu'à mes débuts en course, je ne faisais pas 1,50 m. Donc, mon corps a changé et mes premières années au Colorado, j'étais très, comme aussi couru, pas vraiment remarquable du tout. Mais quand j'étais en dernière année, j'ai remporté 3 titres nationaux et j'avais vraiment adhéré à l'idée que je pourrais être l'une des meilleures aux États-Unis et peut-être même dans le monde si j'avais l'opportunité de continuer à le poursuivre. Donc, en tant qu'athlète, on dit que vous vous êtes épanoui relativement tard, n'est-ce pas? oui, professionnellement, après avoir obtenu mon diplôme à 22 ans, j'ai eu des problèmes de santé pendant les 4 années suivantes. J'ai eu une série de fractures de stress. Je peinais à me qualifier pour le meeting national alors que j'espérais aller aux Olympiques, comme si je venais tout juste d'entrer au meeting national. Donc oui, j'étais à la fin de mes 20 ans quand j'ai commencé à être en bonne santé et que tout a commencé à s'aligner. Y avait-il, juste une très rapide parenthèse, comme une stratégie d'entraînement, ou quelque chose que vous faisiez incorrectement, que vous avez pivoté, qui vous a permis de rester en bonne santé, de concourir à un niveau supérieur? Je suis juste curieux parce que si vous vous blessez constamment en tant qu'athlète, comme le régime alimentaire ou l'entraînement ou quelque chose est complètement déréglé. Oui, je crois que je n'étais pas prêt à être un athlète à plein temps. Non. Même si j'avais mon contrat Nike, je rejoindrais mon mari. Aussi, il est un Olympien et il court aussi et lui et j'irais m'entraîner le matin et nous courions vraiment très très fort. Puis nous rentrions à la maison et nous nous détendions et jouions à des jeux. Puis peut-être que nous allions courir une deuxième fois. Puis nous travaillions sur la maison, comme finir le sous-sol et nous ne pensions pas à cela comme à de l'entraînement. Manger correctement, faire une sieste, salle de musculation, deuxième entraînement, sieste. Tu sais, comme nous n'y pensions tout simplement pas de cette façon, et ce n'est vraiment qu'à la fin de 2004, lorsque nous avons déménagé en Oregon pour rejoindre ce projet Nike Oregon, je veux dire que nos vies ont été bouleversées parce que c'était la première fois que nous étions dans un environnement vraiment professionnel. Je me souviens que nous y étions depuis 2 semaines et j'étais comme, je suis tellement fatiguée, je ne sais pas si je peux jamais courir à nouveau, tu sais, parce que nous avions de l'entraînement et nous avions des exercices. C'est beaucoup, oui, à ce niveau, puis nous recevons un massage. Et nous rentrons à la maison et faisons une sieste. Puis nous nous retrouvons à nouveau l'après-midi pour courir à nouveau. Et nous n'avions jamais fait cela, mais aussi inclus dans cette équipe, j'ai pu voir des thérapeutes active, release, technique 1 fois par semaine, un masseur 1 fois par semaine. Je recevais tous ces soins corporels et m'aidaient à rester en avance sur mes faiblesses. Et aussi, j'ai vraiment réalisé en vieillissant, je suis juste une coureuse plus musclée que beaucoup d'autres coureurs et vraiment se pencher sur la salle de musculation et vraiment se pencher sur l'entraînement en force m'a vraiment aidé à rester en bonne santé quand... Et c'est en fait après, donc tu as dit que tu avais déjà ton premier contrat Nike. Je me demande simplement ce qu'il te faut pour réaliser à quel point tu es doué dans ton domaine, vu que tu as décroché un contrat Nike. Je suis tellement chanceux d'avoir obtenu ce premier contrat. Je pense que c'est parce que j'ai remporté 3 titres à l'université en courant et que j'ai gagné largement. Donc, elle est restée en bonne santé pendant quelques années et voyez ce qu'elle a réalisé.
Que pourrait-elle accomplir en restant en bonne santé plus longtemps? Après avoir signé le contrat avec Nike, j'ai dû subir une opération du genou, tu sais. C'était comme, oh, Bien sûr, ils adorent ça. oui. Sincèrement, si mon époux n'avait pas persisté à courir, je ne suis pas sûre que j'aurais tenu le coup. Ça me déchirait le cœur sans cesse. Tu sais, j'avais des rêves d'aller aux Jeux olympiques. Je rêvais vraiment d'être quelqu'un. Et voilà, je pouvais à peine me qualifier pour le meeting national et je ne pensais même pas à aller au-delà du meeting national. J'ai donc eu des moments où je me demandais ce que je faisais. J'avais postulé pour une bourse d'études supérieures et je l'avais obtenue et je l'avais refusée. C'est comme si j'étais quelqu'un avant. Mais mon mari vivait toujours la vie jour après jour et cela m'a aidé à rester dedans et à voir son succès. C'est comme, d'accord, je veux toujours faire ça. J'adore ça. Je pense que je veux dire, tout d'abord, il y a deux leçons très évidentes et clichés, comme votre partenaire est important, et puis aussi comme rien n'est un succès du jour au lendemain. Ce sont des clichés. Donc tout le monde, peu importe ce que vous avez accompli, c'est tellement, tellement vrai. Donc vous avez fait votre première équipe olympique à 29 ans. Littéralement quelques jours avant que je n'aie 30 ans. D'accord, donc, Comme j'avais pratiquement 30 ans, j'ai eu 30 ans 4 jours après. Ouais. et c'est très, je ne veux pas paraître impoli, c'est très vieux. Non, pour un athlète olympique, ouais. Juste pour être juste, la course à distance féminine vieillit comme nous. De plus, je ne connais ni l'âge ni le groupe d'âge, donc vous, c'est Pas comme la gymnastique, mais c'était moi. N'avais jamais fait partie d'une équipe auparavant et généralement dans la trentaine, vous faites partie de votre deuxième ou troisième équipe, donc c'était tard, mais ce n'est pas inouï. Oui. Non, je veux dire, tu as réussi. Donc, d'accord. Donc, évidemment, c'est comme l'apogée pour un coureur. C'est quand ta carrière, comme je suppose, plus ou moins en train de commencer, parce que c'est à ce moment-là que tu commences à te faire connaître. C'est à ce moment-là que tu commences à concourir à l'international. Je suppose que c'est à ce moment-là que les sponsors commencent à te remarquer aussi. Parce que je veux dire, en tant que coureur, il n'y a pas de ligue, il n'y a pas vraiment d'argent jusqu'à ce que ce soit de l'argent de sponsor. Je n'aime pas. Et les Jeux olympiques sont comme ils sont pour les amateurs. C'est pour ça que les Jeux olympiques existent. Ils ne sont pas censés être pour les professionnels, n'est-ce pas? C'est le oui. Je ne pense pas qu'ils soient censés être pour des gens comme toi, donc... En fait, tu n'obtiens rien pour aller aux Jeux olympiques. Et en fait, pas du tout, non. Oh, je ne savais pas ça. Même en gagnant une médaille, tu n'obtiens rien du Comité international olympique. Comité international olympique. Tu pourrais bénéficier d'un bonus de ton sponsor, mais tu n'obtiens rien car tu es supposé aimer cela et le faire pour ton pays. Je dirais que World Athletics, qui dirige l'athlétisme, ils ont annoncé cette année qu'ils donneront 50 000 $ à chaque médaillé d'or en athlétisme cette année. Et cela a été controversé parce que certaines personnes disent que vous devriez les payer plus et certaines personnes disent que vous ne devriez pas les payer du tout. Comme les Jeux olympiques sont pour l'amour de ton pays et la fierté de toi-même. Donc, cela a suscité un peu de controverse, mais c'est la première fois que les gens... Ils sont rémunérés pour cela. C'est fascinant et nouveau. Donc, mon domaine est le hockey. Je connais la différence entre professionnel et amateur car je me souviens que certains joueurs de la Ligue nationale de hockey ne pouvaient pas participer aux Jeux olympiques. Je pense qu'ils étaient encore en séries éliminatoires et qu'ils continuaient d'être payés. Donc, ce n'était pas la saison morte, donc ils n'ont pas pu se qualifier. Je pense avoir en quelque sorte appris cette règle. Donc, vous n'êtes pas censé être payé en tant qu'athlète si vous participez aux Jeux olympiques par une sorte d'organisation ou de corps. Mais maintenant, vous dites que cela a changé. Les choses ont changé, comme avec l'arrivée de l'équipe de rêve en basketball. Ce n'est plus la même chose pure qu'elle était auparavant. Mais c'est le consensus général. Comme tu peux ta médaille d'or. Tu es toujours payé d'autres manières parce que tu fais des apparitions et tu obtiens des contrats. Mais le comité olympique ne te paye pas et ils ne le font toujours pas. Donc oui, c'est la première fois que l'athlétisme et c'est la première fois que leur organisme de gouvernance va payer les gens pour leurs médailles. Et comme je l'ai dit, cela semble être le cas. Oui, ça a du sens. Cela a beaucoup de sens. En fait, donc, encore une fois, je ne fais que suivre de loin comme les sports universitaires et ce que gagnent les athlètes olympiques. Je sais que beaucoup d'entre eux ne gagnent pas beaucoup. Il est toujours absurde qu'ils ne soient pas rémunérés. Il paraît absurde que les athlètes universitaires ne puissent toujours pas être rémunérés. Nous ne parlons pas de votre histoire spécifique où les athlètes ont réellement été exploités. Mais il a toujours semblé que tous les athlètes étaient exploités à un certain degré parce qu'ils sont ceux qui attirent les regards. Ce sont eux qui s'entraînent. Ce sont eux qui font réellement le travail. Pourtant, ce sont les seules personnes qui ne sont pas payées. Tout le monde est payé. C'est évident dans les sports lucratifs comme le football et le basketball, non?
Comme eux, je veux dire, pour l'athlétisme et le cross-country, nous dépendons du succès de l'équipe de football pour notre budget, n'est-ce pas? Donc, mais les gens payent et achètent des maillots et toutes ces choses pour ces autres sports et ils n'obtiennent rien, tu sais. Donc, je veux dire, ça Est en train de changer. se questionne. Alors, parle-moi de quand tu as rejoint le projet Nike Oregon. Et puis, je suppose que tu as rencontré Alberto Salazar. C'était en 2004, c'est bien ça? Oui, c'était à la fin de 2004. C'est après les Jeux olympiques, car il s'y était rendu avec son athlète. Et mon mari et moi, nous étions au Colorado et nous ne courions tout simplement pas bien. Il était membre de l'équipe olympique de 2000. Il a gagné aux épreuves olympiques. En 2000 et 2004, nous avons atteint les épreuves, mais avons été éliminés au premier tour. Nous n'avons même pas atteint la finale. Et j'avais été 7e, vous savez, 4 ans plus tôt, et il avait été premier. Et donc, nous avons juste dit qu'est-ce que nous faisons. Dans le sport, étant donné notre manque de temps, il est crucial de regarder autour de nous. Nous avons discuté avec des entraîneurs, puis Nike nous a suggéré de rencontrer Alberto, découvrir le projet Organe de Nike. Alors, quand il est revenu des Jeux olympiques d'Athènes, il nous a fait venir là-bas. Et comme je l'ai dit plus tôt, c'était juste ça. C'était un sport professionnalisé. C'était comme vivre à Superior, Colorado, car nous ne pouvions pas acheter une maison à Boulder. Et nous conduisions jusqu'à l'université pour rencontrer notre entraîneur universitaire pour nous entraîner. Malgré son statut d'entraîneur universitaire, nous l'aimons. J'ai toujours eu une bonne relation avec lui et il m'a réentraîné vers la fin de ma carrière. Nous nous dirigeons maintenant vers le campus de Nike. Vous savez, on s'entraîne au centre Lance Armstrong, on court sur le terrain Ronaldo, c'est un niveau totalement différent, non? Comme des tapis roulants sous-marins, accès aux haltères, j'ai si douleur au tibia. Je n'ai pas à remplir un formulaire. Et obtenir l'Olympique, vous savez, obtenir l'approbation du centre d'entraînement olympique pour venir. Je passe ce jour-là pour une imagerie par résonance magnétique. C'est vrai, c'était tellement différent. Et ce serait... Alberta disait, ne vendez pas votre maison, venez 6 mois et voyez si ça vous plaît. Et vous pouvez revenir et nous étions juste comme si nous serions fous de laisser passer ça. Comment une entreprise comme Nike pourrait-elle échouer quand on regarde de l'extérieur? C'est une véritable opportunité. C'est Nike. Comme Nike doit avoir sélectionné la crème de la crème. Ils ont investi tout l'argent. Comme toute personne travaillant avec Nike, ce n'est pas un entraîneur anonyme. Pas comme un nouveau venu. Société, non? Larry Nassar l'était aussi, je suppose. Il était aussi, genre, un nom très notable avec un bon... Réputation, ouais. C'est le gars qui peut te réparer, non? Mais oui, je me souviens avoir dit que la seule chose qui me faisait peur d'y aller, c'était que nous allions avoir tout ce dont on pourrait avoir besoin pour réussir. Et je me souviens avoir dit à Adam que j'avais peur de découvrir que je n'étais pas aussi bon que j'espérais l'être. C'est comme ça que je le savais. Si nous y allions et que je ne pouvais pas le faire, je ne pouvais tout simplement pas le faire. Je n'étais tout simplement pas si bon. Donc, dès le départ, vous êtes comme mentalement, vous dites que je fais en quelque sorte confiance à l'expertise de ce gars. Je vais faire confiance à ce que vous faites, confiance à tout ce qu'il fait à ce stade, parce que vous dites essentiellement que je me soumets à lui dans son programme d'entraînement et quoi qu'il dise, il sait mieux que moi, il a travaillé avec de meilleurs athlètes que moi, d'accord? Je vois qu'il y a une dynamique de pouvoir qui n'est pas saine, d'accord? C'était une équipe exclusivement masculine. Nous y étions à cause de mon mari. Et j'étais en quelque sorte comme une consolation, comme Alberto a dit qu'il voulait entraîner Adam. Et il a dit, mais je vais aussi t'entraîner, tu sais. Et il a dit que j'ai entraîné des garçons de lycée. C'est à peu près le même niveau. Et cela ne m'a pas blessée. J'étais comme, d'accord, je voulais l'opportunité. J'étais comme, c'est le meilleur programme du monde. Je vais être la première femme à jamais être ici. Je suis dedans. Je veux faire partie de cela si mal. Donc oui, je veux dire, nous nous sentions tous les deux si chanceux. Et littéralement, quelques semaines plus tard, nous conduisions vers l'Oregon, du Colorado. D'où venait Alberto? D'où venait-il? Il est en fait né à Cuba, mais il a déménagé aux États-Unis très jeune, je pense, avant d'avoir 2 ans. Je ne demandais pas littéralement où il était, mais plutôt d'où il venait professionnellement, où Nike l'a déniché. Eh bien, il a grandi sur la côte Est et il était un très bon coureur au lycée. Puis, il a fini par aller à l'Université de l'Oregon, où il a remporté un tas de titres. Et il est arrivé juste après Steve Prefontaine, qui est mort dans un accident de voiture. Et donc, et vous savez, beaucoup de Nike est basé sur Pref, comme beaucoup de Lethos. Et leur plus grande piste signifie un classique de Prefontaine. Et quand Alberto passait par l'Oregon, ils étaient un peu désespérés pour un autre Pref et il correspondait un peu au moule d'être
effronté d'être très réussi. Et puis, il a couru le marathon et il a remporté New York 3 années de suite. Et il a remporté Boston et il semblait juste être ce dieu. Je veux dire qu'il y avait jusqu'à récemment un bâtiment Alberto Salazar sur le campus de Nike. Donc, il était juste le prochain grand Américain coureur de fond et Nike est construit à partir de la course. Je veux dire, Phil Bowerman et Phil Knight étaient des coureurs. Donc, il est donc allé à l'Université de Bretagne occidentale où il se trouvait. C'est ainsi donc tout semblait s'aligner. C'était comme si cela avait du sens. D'accord, donc le projet Oregon pour les gens qui ne font pas partie de ce monde a vraiment été construit autour d'Alberto Salazar. C'était ça? Oui. Il a vu le marathon de Boston où un Américain dans le top 10 a enflammé la foule et s'est remémoré l'époque où nous gagnions. Proche de Phil Knight, il a décidé de lancer un projet pour ramener les coureurs de fond américains sur le podium. Initialement centré sur le marathon, le projet s'est étendu à la piste au fil du temps. Avec un budget conséquent, il a dû démontrer qu'il était un bon entraîneur, malgré le fait qu'il n'avait pas été entraîneur avant, étant sa propre entité. Et athlète et stature drôle. Assez ne se traduit pas toujours. Oui, non, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas, puisque le projet Oregon existait depuis 4 ans avant notre arrivée et il avait certainement eu du succès. Il a mis Dan Brown dans l'équipe olympique en 2004 et dans 2 événements différents. Mais je pense que ce qu'il a vu en Adam et un peu en moi, c'est qu'il n'avait pas eu un champion de la National Collegiate Athletic Association qui soit venu là. C'est vrai, il y avait eu des gars plutôt bons, mais jamais un en particulier. Il était donc très enthousiaste à l'idée de travailler, notamment avec Adam, un ancien membre de l'équipe olympique, manifestement doué, qui avait gagné un titre national au lycée et à l'université. Et vous savez, après notre arrivée, au cours des 2 années suivantes, le projet Oregon est devenu de plus en plus sérieux. Et vous savez, des athlètes de plus en plus renommés sont arrivés. Et donc, je veux dire, il y avait un moment où vous sentiez que quelque chose n'allait pas avec lui. Je suis curieux. Parmi tous les athlètes de la cohorte, vous savez, en dehors d'Adam et de toutes les autres personnes avec qui vous savez, votre mari et toutes les autres personnes avec qui vous avez communiqué et interagi au quotidien, êtes-vous la première personne qui a senti que quelque chose n'allait pas, ou y avait-il des murmures et des rumeurs, ou était-ce comme rien? Avez-vous eu l'impression de vous enfermer dans un vide, que quelque chose était un peu étrange et inconfortable? Je veux dire, Adam et moi avons ressenti un certain décalage ici et là. Juste quelques règles qu'il jugeait idiotes, qui nous agaçaient un peu. Cela dérangeait sûrement Adam. Il trouvait les règles de la National Collegiate Athletic Association absurdes. Juste certaines choses. Donc, il y avait des petites choses, mais c'est un peu comme ça. Mais Les règles de la National Collegiate Athletic Association diffèrent de celles d'un entraîneur prédateur. d'accord. D'accord. Mais c'est le point. C'est comme si nous avions un coéquipier qui était à l'université et cela commencerait à compromettre vos normes. Nous faisons donc quelques compromis sur les choses de la National Collegiate Athletic Association. D'accord. Nous faisons des compromis sur son traitement envers cette personne. Puis nous faisons un peu de compromis sur cela. Je pense que cela s'est construit au fil du temps. Je n'ai pas vu le comportement prédateur. En y repensant, je l'ai fait. Mais alors, je pensais juste, je suis remarqué. Comme si Alberto se souciait de moi en ce moment. Il me parle en ce moment. Et pour quelqu'un qui a manifestement des problèmes à vouloir une figure masculine dans sa vie, à admirer et aussi à être un athlète si déterminé, c'est juste difficile à décrire, mais c'est comme une lente combustion. Et quand on regarde en arrière, on peut voir comment cela se passait. Mais dans le moment, vous savez, cela a été si loin avant que je me dise « Oh mon Dieu, je ne peux plus rester ici ». Je pense que la façon dont nous voyons quelqu'un et comment les autres voient les gens et leur charisme et leurs éloges et leur CV, c'est un peu enivrant à un certain degré et on ne réalise pas que certaines choses qu'ils font sont assez foutues. Enivrant est le mot parfait que j'ai effectivement eu dans d'autres interviews. Ça. C'est comme s'il était si charismatique, comme s'il avait charmé ma famille. Et il a l'air, tout le monde n'est pas tout bon ou tout mauvais. Il est drôle, il est intelligent, il est très engageant. Il vous regarde droit dans les yeux quand il vous rencontre. Il vous fait vraiment ressentir
comme s'il vous prêtait attention et il est célèbre dans le monde entier. Je veux dire, nous faisions de la course en Europe et nous avons pris un taxi et le chauffeur de taxi a commencé à paniquer parce qu'Alberto Salazar était dans son taxi, n'est-ce pas? Vous vivez dans ce monde, il a un bâtiment sur le campus de Nike, il est énorme. Et donc, vous aimez l'attention, même si cela vous met un peu mal à l'aise parfois, mais c'est un peu enivrant. Vous avez l'impression que, eh bien, il me distingue parmi toutes ces personnes et c'est un peu comme une pente glissante. Parce que quand je regarde votre histoire, ouais, il y a toutes ces différentes pièces et je peux voir que tout cela se passe en même temps. Nous parlons des drogues et du dopage, puis il y a un psychologue du sport qui entre en jeu, Darren Treasure, et puis il y avait aussi, je pense, des avances sexuelles sur vous que je pense que vous, à l'époque, vous ne vous rendiez pas vraiment compte à quel point ces choses étaient mauvaises sur le moment. Et puis, je pense qu'il y avait donc, je veux juste comprendre l'environnement dans lequel vous vous trouvez parce qu'il se passe beaucoup de choses en même temps. Ce ne sont pas seulement des avances sexuelles. Ce ne sont pas seulement des figures d'autorité qui ne vous guident peut-être pas dans la bonne direction. Ce n'est pas seulement du dopage et je pense que vous avez vu des seringues et des trucs du genre. Il se passe beaucoup de merde en même temps et j'ai l'impression que pour quelqu'un qui essaie juste de gagner dans la vie et d'être une personne de haute performance, c'est beaucoup de distraction, beaucoup de stress. Donc je pense que vous êtes juste comme d'accord. Je me concentre sur mon étoile du Nord. J'y vais et tout ce autre merde, ce n'est pas tout à fait juste, mais je ne veux pas que cela menace ma vie et ma carrière. Et c'est comme le oui, c'est allez-y, désolé. Oui, je ne pouvais pas remettre en question les justifications données, n'est-ce pas? Si les seringues dans le frigo sont pour des allergies, je dois l'accepter. Si je doute même un instant, je ne sais pas si c'est vrai. J'habite ici maintenant, les injections sont dans le frigo, on pourrait croire qu'elles sont pour toi. Sais-tu, c'est pareil avec les blagues salaces et les discussions sur des sujets sexuels. Je suis comme, hey, je suis la seule femme ici, ne sois pas prude, ne te fais pas expulser, juste fais avec, ris avec. Ne sois simplement pas cette personne, et toi, sais-tu. Et nous avions ce psychologue du sport et il n'est pas un psychologue du sport, mais on nous a dit qu'il l'était et ils travaillent ensemble aussi, très douteux. Et donc, c'est juste comme, encore, je pense que cela remonte beaucoup à mon enfance, comme, s'il y avait une médaille d'or olympique pour la compartimentation, je la gagne, n'est-ce pas? Comme les seringues doivent être des injections pour les allergies, parce que sinon, tout ce en quoi je crois et tout le monde que j'aime est un mensonge. Mettez-le de côté. Oui, je n'aime pas quand Alberto me parle comme ça, mais il appelle aussi ma mère et me dit qu'il m'aime et dit qu'il se sent comme une figure paternelle. Donc, je vais juste me souvenir qu'il est une figure paternelle, donc des choses inconfortables et mauvaises. Mettez-le de côté. Et je ne peux tout simplement pas laisser autre chose entrer et je cours vraiment bien. Et je suis comme, quand ai-je commencé à vraiment bien courir quand c'est arrivé ici? Donc, je ne veux pas risquer de perdre cela parce que c'est le chemin vers tout ce dont j'ai toujours rêvé. Alors, peut-être juste m'aider à comprendre comme cette chronologie de votre vie avec Alberto et ce qui se passait parce qu'il y a quelques personnes qui sont impliquées dans cette histoire. J'ai lu que le docteur Jeffrey Brown était un médecin vers lequel tout le monde se tournait. Il y a un psychologue du sport, Darren Treasure. Donc, pouvez-vous peut-être dans vos propres mots résumer toutes les différentes choses qui se passaient que vous avez évidemment écrites dans votre livre, juste juste un bref résumé de toutes les différentes personnes et acteurs qui ont participé à ce que vous finissez par témoigner sur cette histoire. Donc, juste pour que les gens puissent comprendre toutes les différentes choses qui se passaient, tous les différents acteurs. Et c'est en fait fou, parce que quand vous pensez à toutes les personnes impliquées, je pense que la plupart des gens auraient probablement exactement la même réaction que vous. Il y a tellement de gens qui ont été comme signés, qui font partie de cela essentiellement. Je ne sais pas, je ne veux pas appeler ça comme une sorte de secte, mais c'est un peu comme une sorte de quoi que ce soit, un peu une secte, c'est comme comment cela pourrait-il être autre chose que légitime et exactement ce qu'ils disent que c'est juste marcher comme marcher tout le monde à travers les quelques acteurs clés. Oui, donc évidemment, Alberto est l'entraîneur en chef et c'est l'athlète super célèbre que tout le monde aime. Et puis, nous avons Darren Treasure qui nous a été présenté comme un psychologue du sport. Il s'avère qu'il n'est pas psychologue, il n'a même pas de diplôme en psychologie, mais nous devions le rencontrer 2 fois par semaine. Nous devions lui dire comme nos plus grandes peurs au début. On nous a dit que tout était confidentiel, mais ensuite,
ça commencerait à sortir plus tard, comme Alberta dirait « Pourquoi avez-vous dit à Darren que vous étiez inquiet à propos de cet entraînement? » Ou « Pourquoi avez-vous dit à Darren que vous êtes mais vous devez les voir parce qu'ils travaillent ensemble. » Et Alberta et Darren voyagent ensemble. Et en fait, quand je me rendais à la ligne de départ d'une course, je parlais à Alberta et lui faisais un câlin. Et puis la dernière personne qui me parlerait serait Darren, comme c'était tellement contrôlant. Et puis il y a le docteur Jeffrey Brown parce que tout le monde dans l'équipe avait soi-disant une thyroïde sous-active, n'est-ce pas? Donc, j'avais vu le docteur Jeffrey Brown qui m'avait été recommandé par le United States of America Track and Field, qui est l'Association américaine d'athlétisme. Et ils ont recommandé le docteur Brown comme un endocrinologue crédible. Il avait en fait été à un moment associé à l'United States of America Track and Field et j'ai été diagnostiquée avec une hypothyroïdie là-bas. J'ai pris un faible niveau de Synthroid, mais tout à coup, tous mes coéquipiers vont aussi le voir. Tout à coup, il est sur la liste de paye. Il est sur la liste de paye. Viens aux Jeux olympiques de Pékin avec nous. Et je crois bien que les gens ont une thyroïde sous-active, mais je commence à me demander quelles sont les chances que tout le monde dans cette équipe. Et puis, il y avait certains d'entre nous qui étaient juste sous Synthroid, mais il y avait d'autres personnes qui étaient sous différents médicaments. Puis, il y avait un autre médecin, je ne veux pas dire son nom parce qu'il est décédé, je n'ai pas pu le voir, ce qui est intéressant, mais il a prescrit des inhalateurs. Donc, la plupart de l'équipe était également sous inhalateur. Et donc, il y a toutes ces personnes qui font partie de l'équipe, n'est-ce pas? Et tout est question d'obtenir le moindre avantage. Je souhaite remercier le réseau de podcast HubSpot d'avoir sponsorisé le succès de l'émission. Nous sommes dans leur réseau depuis 3 ans. Si vous aimez les podcasts, découvrez d'autres podcasts exceptionnels du réseau HubSpot, comme My First Million, présenté par Sam Parr et Sean Puri. Ils présentent des invités célèbres comme Alex Ramosi, Sophia Amoruso, Hassan Minhaj, partageant leurs secrets sur comment ils ont fait leur premier million et comment appliquer leurs enseignements pour capitaliser sur les tendances et opportunités commerciales d'aujourd'hui. Écoutez My First Million où que vous obteniez vos podcasts. Donc, pour clarifier, quels sont ces médicaments? D'accord, les gens peuvent l'interpréter. Ils sont évidemment utilisés pour améliorer les performances à un certain degré, mais je suppose que, si prescrits par le comité olympique, ils sont acceptables. Ils sont acceptables? Non? Alors, avec une ordonnance, vous pouvez avoir un inhalateur qui aide. Évidemment, ça dilate vos poumons et toutes les petites choses, facilitant l'augmentation du flux d'air. La thyroïde est délicate car une consommation excessive alors que ce n'est pas nécessaire peut l'arrêter, ce qui m'est finalement arrivé. Il y a aussi des médicaments endocrinologiques que je n'ai pas reçus, mais mes coéquipiers, oui. Cytomil, probablement un améliorateur de performance à prendre avant de courir. Donc, à ce stade, beaucoup de gens appelleraient cela une zone grise, car techniquement, vous pouvez utiliser un inhalateur si vous avez une prescription médicale ou flux d'air, tout ce qui concerne les allergies. Techniquement, vous pouvez utiliser tous ces médicaments si vous souffrez d'un trouble thyroïdien. Mais c'est vraiment ce que nous appelons maintenant la médicalisation du sport, utiliser la médecine pour obtenir des avantages que vous n'auriez pas autrement. Je veux dire, quelles sont les chances que tout le monde dans cette équipe ait des allergies horribles, une capacité pulmonaire horrible et une condition thyroïdienne? Je veux dire, comment avons-nous tous pu arriver ici? Non, bien sûr, c'est ridicule. C'est ridicule quand, bien sûr. Mais c'est bon. Alors, quand c'était comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quand était le moment entre toi et Adam, parce que évidemment, vous avez des conversations à ce sujet, à ce moment-là, et vous allez probablement, et venez dire comme c'est assez, c'est pas normal, parce que tu témoignes, c'est probablement assez effrayant, parce que je suis sûr que la pensée, est-ce que cela va totalement faire exploser toute ma carrière, à traverser ton esprit probablement beaucoup plus d'une fois, c'est sûr. Alors, quel est ce moment? Je veux dire, honnêtement, c'était beaucoup de petites choses comme mon entraîneur avait une ordonnance pour Androgel, qui est de la testostérone topique, et j'ai commencé à, tu sais, je vivais avec lui, Adam, et je vivais avec lui et un coéquipier quand nous voyagions, et ça a commencé à devenir vraiment inconfortable, que j'étais autour de ça, ça serait juste assis dehors, et tu sais, tu parles d'exploser quand j'ai commencé pour la première fois. Lors de ma première visite à l'USADA pour partager ce que je croyais savoir ou avoir vu, je pleurais et je me disais, j'aurais peut-être été dopée et je ne sais pas, comme j'ai peur qu'il ait peut-être frotté ça sur moi. Et enfin bref, j'ai pu obtenir tous mes dossiers médicaux.
Cela a pris beaucoup de temps parce que les gens ne voulaient pas que je les aie, mais ils ont pu chercher des motifs dans ma testostérone et Dieu merci, c'était totalement bon. Mais ce n'était pas le cas avec tous mes coéquipiers. Mais enfin, c'était juste en construction. N'est-ce pas, toutes ces choses se construisent. Et nous avions eu un nouveau coéquipier et Adam avait quitté l'équipe. Il me soutenait essentiellement, comme courir encore avec moi et autour de l'équipe. Mais il ne courait plus pour l'équipe et j'avais mon fils. Je veux dire qu'il y avait beaucoup en construction et j'étais à Eugene lors d'une rencontre et Adam n'était pas là et j'ai vu l'un de mes coéquipiers faire quelque chose et je l'ai appelé et lui ai dit ce que je venais de voir et il a dit « Penses-tu qu'il triche? » Je ne pouvais pas croire à quelle vitesse. J'ai simplement dit oui, je ne pouvais pas le croire. Je n'avais jamais admis à personne que je pensais réellement qu'il trichait. Comme je l'avais dit, c'est bizarre ou je ne comprends pas ça ou ça n'a pas de sens, mais je ne l'avais jamais dit et ça aurait probablement été en juin. Et puis nous avions encore, c'était une année de championnat du monde, donc c'était comme, d'accord, je dois juste rester sur le droit chemin, passer les championnats du monde, faire partie de l'équipe olympique l'année prochaine et ensuite, je peux passer à autre chose. Avez-vous dit publiquement ce qui a provoqué cette réaction? La chose que vous trichez? Oui. Oui. C'était l'un de mes coéquipiers qui a gagné ces 10 000 et je n'y croyais tout simplement pas. Je n'ai pas cru ce que j'ai vu du tout. Oh, tu ne les as pas vus injecter quelque chose. Tu as juste vu le résultat. D'accord. D'accord, je te comprends. Désolé, je comprends. Ouais, et puis j'ai commencé à regarder en arrière d'autres choses, comme la façon dont il s'entraînait par rapport à la façon dont je m'entraînais. J'ai discuté de cela avec Alberto. Il m'a manipulé en disant que j'avais eu un bébé et que j'étais une femme. Je suis là, mais notre entraînement a toujours été le même. Peu importe le sexe, mais il faut toujours récupérer. Mais j'avais l'impression de marcher sur des œufs pour arriver jusqu'au championnat du monde. Ce qui m'a finalement brisé, assez embarrassant car cela a mis des années à se construire. Mon entraîneur m'a agressé sexuellement 2 fois à ce stade. Vraiment? Je ne m'en étais pas aperçu. Oh mince, c'est une autre partie du récit. Alberto t'a donc vraiment agressé sexuellement? Oui, mais je m'étais convaincue que c'était une erreur, peu importe. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans l'avion en direction de Daegu et j'ai laissé mon mari et mon enfant à la maison et il a fait des avances. Et c'est un peu embarrassant, mais c'est ça qui m'a brisé parce que tout le reste, je pouvais le compartimenter et je pouvais trouver une excuse. Mais c'était tellement flagrant et je me souviens juste que je suis sur ce vol de Portland à Corée du Sud et je suis juste allée, ou peut-être que j'étais à Tokyo en premier, je ne me souviens pas, mais je suis juste allée aux toilettes et j'ai commencé à pleurer et j'étais comme, je ne peux plus faire ça. Et donc, c'était après les championnats du monde où j'ai dit à mon mari que je ne peux plus faire ça comme je ne peux pas et je n'avais pas tout dit à mon mari sur tout ce qui s'était passé. Et puis, j'ai lentement commencé à m'ouvrir à lui, mais c'est un peu triste que ça soit ce qui m'a fait partir et non pas tout ce qui s'est passé avant, mais c'était ce qui, pour une raison mentale quelconque, c'est ce que j'ai juste ressenti. Je me sentais tellement dégradée. C'était censé être ma figure paternelle. Tu sais, quand tu commences à sortir de ton silence, je suppose que quand tu témoignes aussi, qu'est-ce qui commence à sortir sur lui? Tu sais, c'est une de ces choses où une fois que tu t'es finalement retiré de la situation et que tu regardes en arrière, tu vois. Tu sais, c'est une de ces situations où une fois que tu t'es éloigné et que tu y repenses, tu réalises combien c'était différent de ce que tu pensais. Quand tu as dit que c'était comme une secte, c'est très approprié car nous ne remettions rien en question. Quand je m'en suis éloignée, j'ai dû aller en thérapie et ma famille me disait que ce n'était pas normal. Ce n'est pas ce qui se passe entre un athlète et un entraîneur. Honnêtement, j'ai bien couru pendant un certain temps. J'ai fait partie d'une autre grande équipe, puis j'ai touché le fond et j'ai dû travailler sur moi pendant des années. Je ne sais pas, c'est comme revivre tout à nouveau, mais avec une paire de lunettes, tu sais. Et c'est comme si tu étais en colère contre toi-même et triste, et il y a toutes ces émotions contradictoires parce que tu continues toujours, malgré les adversités, il y a toujours du positif. Donc, tu es toujours en deuil de ne plus avoir ces personnes dans ta vie, de ce qui est super étrange, mais tu continues toujours. Mais c'est une définition de... C'est comme le syndrome de Stockholm. C'est comme... Ce sont... Je
Je ne sais pas comment s'appelle cette version particulière, mais comme le narcissisme et la manipulation mentale, c'est seulement efficace si vous avez une relation avec cette personne. Exact. Et ensuite, il profite de cette relation. Et je ne suis pas un expert en narcissisme et en manipulation, mais je pense que c'est pourquoi les gens restent à un degré extrême dans des relations abusives, parce qu'ils justifient toujours, bien, c'était juste une chose ponctuelle, c'était juste un bien, tu sais, ça ne va pas se reproduire. Oui, et je veux dire, c'est comme ça que j'ai surmonté ça. C'est moi-même, c'est une erreur, ou il avait trop bu, ou quoi que ce soit. Je dirais, tu sais, pour justifier le comportement et puis le mettre de côté. Et tu sais, quand ça a vraiment commencé à se dérouler et quand j'ai vraiment commencé à y faire face, j'étais embarrassée. Je me souviens avoir appelé ma famille et avoir dit que j'étais embarrassée. Ces choses m'arrivaient et je ne vous l'ai jamais dit et je ne l'ai dit à personne. Et tu sais, ma mère et ma sœur étaient horrifiées. Mon mari l'était aussi. Dire à mon mari certaines de ces choses, c'était horrible. J'ai appris grâce à la thérapie et en rencontrant beaucoup d'autres personnes. Mais c'est en fait totalement normal de ne pas dire et de garder ça pour soi. Mais oui, Je pense que tu as le droit de guérir correctement. oui, totalement. Et je pense juste que une autre chose que je veux que les gens comprennent, ce n'est pas comme si tu voyais les choses telles qu'elles sont et que tu passais simplement à autre chose. Comme je l'ai dit, j'ai passé 7 ans avec ces gens. Ils étaient tout mon monde. Tu sais, ils étaient mon cercle d'amis avec qui j'ai vécu, voyagé et m'entraîné quotidiennement. Il a été difficile de les quitter et ça a été dur pendant longtemps. Et est-ce que c'était, tu sais, pendant ton processus de guérison, tu as pris une position très forte et tu as commencé à t'exprimer. Et je pense que non seulement cela t'a probablement aidé à guérir à un certain niveau, mais ensuite tu commences à aimer ta perspective de ne jamais vraiment accepter ce qui s'est passé, mais tu dois reformuler pourquoi tu en parles. Pourquoi ce n'est pas quelque chose dont tu devrais avoir honte. Et je pense que ce que tu as très bien fait, c'est que tu as réalisé qu'au bout du compte, cela t'est arrivé et c'est horrifique. Mais pense à l'impact potentiel de ne pas parler et de ne pas dénoncer ce comportement absurde, car que va-t-il arriver à la prochaine athlète féminine qui passera par ce programme ou autre? Car c'est, encore une fois, un programme largement reconnu. C'était quelque chose qui était censé être l'apogée de Nike, de la performance liée aux Jeux olympiques, liée à la course professionnelle. Donc, exprimez-vous. Je crois que vous nuisiez à beaucoup si vous ne le faites pas. C'est du moins ce que je ressens, mais Manger par la thérapie, et des choses comme ça, je me regarde et ces moments très différemment maintenant, comme si j'étais réellement en train de survivre. Vous savez, je faisais de mon mieux. Je le faisais vraiment. Mais oui, honnêtement, vous savez, témoigner contre lui sur la lutte contre le dopage a été super dur, mais témoigner contre lui sur les choses d'agression sexuelle a été bien plus dur. Et je n'ai presque pas fait, j'ai effectivement dit que je ne peux pas le faire au début, mais la raison pour laquelle j'ai fini par le faire, c'est que j'ai 2 nièces. Elles courent toutes les deux et elles ont juste commencé à penser comme... Elles sont éduquées comme moi, devant être courtoises, reconnaissantes de leurs opportunités, tout comme j'ai élevé mon fils. Elles pourraient se retrouver dans la même situation et je pourrais aider à l'éviter. vous savez ce qui est vraiment dérangé. Ce n'est pas comme si nous avions une conversation sur quelque chose qui s'est passé il y a 100 ans. Nous avons une conversation sur quelque chose qui s'est passé comme vous avez témoigné en 2021, c'est ça. Il y a moins de 3 ans. Oui, ces choses arrivent, vous savez, et je pense que c'est pourquoi je ne dirai jamais à une survivante qu'elle doit en parler parce que chacun suit son propre chemin. Mais si vous le pouvez, je pense que vous devriez le faire, car plus nous en parlons, plus nous le déstigmatisons, et plus le prochain groupe de femmes ou de filles ne tolérera pas cette merde. Vous voyez ce que je veux dire? Elles sauront. Non, nous n'avons pas à supporter ça. Je n'ai pas à être traitée comme ça. Tout l'environnement doit changer, car en dehors des agressions sexuelles, du harcèlement et des comportements inappropriés, en dehors du dopage, même les politiques formelles que Nick avait envers le traitement des athlètes enceintes étaient archaïques. Il y avait Aucune politique. Ouais. Oui, c'est une façon douce de dire que c'est une politique, n'est-ce pas? Donc il n'y avait pas de politique. Donc quand vous pensez à tous ces facteurs combinés, le fait que vous ayez quand même réussi malgré tout est très admirable.
C'est juste phénoménal parce que tout cela est presque comme... Tout est empilé contre vous. Tout est empilé contre vous. Donc une période super difficile de votre vie. Et c'est que le témoignage est très récent. Quels changements ont été apportés pour me guider à travers même le résultat d'Alberto Salazar, Projet Oregon? Que s'est-il passé avec le témoignage sur le dopage? Que s'est-il passé avec le témoignage d'agression sexuelle et d'abus? Quel a été le résultat? Donc, la première audience sur les affaires de dopage était Agence antidopage des États-Unis contre Alberto Salazar et le docteur Jeffrey Brown. Et j'ai témoigné là-bas pendant des heures dans les deux cas. Ils ont reçu une peine de 4 ans. Donc, cela a été tenu pour l'Association américaine d'arbitrage et ils ont tous deux reçu une suspension de 4 ans en 2019 qu'ils ont tous deux immédiatement fait appel. Ils ne pouvaient pas s'entraîner pendant ce temps. Nous avons fait appel, je veux dire quelque part en 2020, où nous avons tous témoigné à nouveau. Et c'était devant le tribunal arbitral du sport, qui est le tribunal arbitral du sport, et ils ont confirmé l'interdiction. Il a donc purgé une interdiction de 4 ans d'octobre 2019 jusqu'à ce que son interdiction soit levée l'année dernière. Mais il y avait aussi le côté Safe Sport. Il y avait à l'origine 3 personnes du côté de Safe Sport, 2 autres femmes qui ont témoigné avec moi. Et à la première audience, il n'était pas là. Nous avons pu parler en privé et il a été banni à vie. Il a aussi fait appel de cette décision. Alors, nous sommes passés devant un juge et à ce moment-là, il avait des témoins. Je n'en avais aucun. Ce n'était pas moi contre lui. C'était Safe Sport contre Alberto Salazar. Ce témoignage était honnêtement classé probablement comme la pire expérience de ma vie. Parce que tu es... Le revivant. Tu le revis et ensuite, tu as son avocat qui te traite de menteur tout le temps en le remettant en question, en te faisant le décrire encore et encore, puis en disant, eh bien, tu as dit que c'était ceci et maintenant tu dis que c'est cela et c'était juste une expérience horrible. Mais c'était en 2021 et l'interdiction à vie a été maintenue. Donc, le sport sûr n'a de compétences qu'au niveau olympique aux États-Unis. Donc, il pourrait toujours entraîner à la National Collegiate Athletic Association. Il pourrait entraîner pour un autre. Juste horrifiant, ouais. C'est comme, oh, allons le mettre devant des athlètes plus jeunes maintenant. Ouais. Donc, la juridiction n'est pas géniale, mais ça l'empêche d'entraîner des athlètes professionnels de niveau olympique aux États-Unis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que le sport sûr est une inconduite sexuelle correcte. D'accord, compris pourquoi n'avons-nous pas de règles qui stipulent que si vous êtes interdit d'entraînement à cause de harcèlement sexuel ou d'agression à un niveau olympique, comment pouvez-vous jamais entraîner quelqu'un à nouveau? Parce que la National Collegiate Athletic Association n'a pas rejoint Safe Sport. Et donc, à cause de cela, les seuls groupes qui ont rejoint Safe Sport, qui a été décidé par le Congrès et est financé par le Congrès, c'est juste au niveau du sport olympique. Il a été formé suite au scandale Larry Nassar. Et beaucoup me diront directement, eh bien, je courais pour lui. Il est un si bon entraîneur. Je suis là. Ah, OK. Tu retires ce couteau de mon dos rapidement. Wow. Et je trouve ça vraiment triste. Je trouve vraiment triste que les gens pensent, surtout les hommes, genre, eh bien, je m'en fiche parce qu'il ne me ferait pas ça. Tu sais, c'est un super entraîneur. Donc peut-être encore, tu sais ces détails parce que tu l'as vécu. Donc je ne veux pas sembler trop simplifié, mais pourquoi la conversation porte-t-elle sur la question de savoir s'il peut entraîner la National Collegiate Athletic Association et non, pourquoi n'est-il pas en prison? Je ne comprends pas, ça n'a aucun sens. Oui, pour être juste, je n'ai porté aucune accusation contre lui en ce sens. Les 2 incidents se sont produits dans des pays étrangers. L'un était en Italie et l'autre au Portugal, à Lisbonne. Et vous savez, le délai de prescription était écoulé en Italie. Ce n'était pas le cas au Portugal. Et j'ai juste eu l'impression que faire cela était tellement traumatisant et mon objectif n'était pas de ruiner sa vie. N'était pas de le mettre en prison. C'était juste de m'assurer qu'il ne pourrait pas faire ça à un autre athlète. Et ça s'est passé et je peux vivre avec ça. D'accord. Je suis désolé d'aller si profondément sur tous ces sujets. Je trouve juste que je trouve cela important de simplement parcourir ce qui s'est passé parce que si même une seule personne écoute ceci, qui traverse quelque chose de même vaguement similaire,
Je veux juste qu'ils comprennent que oui, le voyage n'est pas facile, mais sachez qu'il y a des gens qui vous soutiendront et vous en sortirez de l'autre côté, d'accord? C'est vraiment ce que j'essaye de dire, mais Non, je suis contente. C'est vraiment difficile, tu sais, mais ça valait vraiment le coup dans les deux cas. C'était beaucoup de témoignages, beaucoup de pleurs, beaucoup de stress. je n'ai aucun doute, c'est comme je ne veux pas te faire revivre ça une troisième fois maintenant, allons plutôt passer à où tu es maintenant, parce que même avant que nous commencions à enregistrer, nous parlions de, tu sais, juste très décontracté comme d'accord. Donc, il y a tous ces problèmes de dopage dans le sport américain. Mais c'est un incident. Je ne pense pas qu'il y ait eu un scandale de dopage significatif depuis. Je n'ai pas entendu parler d'un à la mesure de ce que tu as traversé, mais aussi aux États-Unis. Le sport, c'est comme un pays aux Jeux olympiques, tu sais. Puis nous parlons de tous ces autres pays, et tu viens de témoigner cette semaine. Je pense à d'autres pays qui ne sont pas, tu sais, aussi réglementés que les États-Unis, par tous les moyens. Et je me dis que si cela se passe aux États-Unis, je veux dire, c'est presque comique de penser que d'autres pays surveilleraient leurs athlètes plus que les États-Unis. Si c'est une compétition internationale où la réputation de votre pays est en jeu. Ouais. Récemment, j'étais à District de Columbia. Je ne témoignais pas, mais rencontrais des sénateurs et députés pour solliciter leur soutien à l'Agence antidopage des États-Unis. Donc, l'Agence antidopage des États-Unis est l'agence d'adoption des États-Unis et je fais maintenant partie de leur conseil d'administration, leur conseil de 10 membres. Donc, évidemment, je parle avec un peu de partialité, mais ils font le plus de tests dans le monde et ils ont le programme de tests le plus robuste et je pense que c'est génial parce que les athlètes américains qui réussissent bien, on peut leur faire plus confiance qu'à beaucoup d'autres athlètes parce qu'ils sont testés régulièrement et qu'ils sont tenus aux normes les plus élevées. Mais l'Agence antidopage des États-Unis n'est pas au sommet. Le sommet est l'Agence mondiale antidopage, qui est l'Agence mondiale antidopage, et nous répondons tous à l'Agence mondiale antidopage. Donc, chaque pays a sa propre organisation nationale de dopage, ce qu'on appelle l'Organisation nationale antidopage. Et ce qui est sorti il y a quelques semaines, c'est qu'il y avait 23 positifs. Je vais essayer de dire cela le plus simplement possible. Désolé, nous pouvons totalement entrer dans les détails sur ce sujet si vous le souhaitez, mais ce médicament TMZ. Ouais, TMZ, c'est un nouveau. Je ne sais même pas ce qu'est le médicament TMZ. Je connais juste le média de célébrité, mais ouais. C'est un produit manufacturé, pas du clenbutérol trouvé dans la viande, uniquement disponible en pilule. Si c'est dans votre corps, vous l'avez consommé. Vous ne pouvez pas être infecté par quoi que ce soit, n'est-ce pas? Ce n'est pas une pilule. Oui, donc ce médicament est devenu célèbre parce que Valieva, la jeune patineuse artistique russe aux Jeux olympiques de Pékin, a été testée positive et au début, elle a dit que son grand-père avait roté dans sa boisson et son père avait une ordonnance pour cela. Et puis, elle a changé et elle, vous savez, elle est une jeune adolescente, donc comme quelqu'un d'autre invente l'histoire et ils ont changé pour qu'il lui ait fait un dessert aux fraises et qu'il ait craché dedans ou quoi qu'ils aient dit de toute façon. Elle a fini avec une interdiction de 4 ans et c'était vraiment mauvais parce qu'elle a patiné aux Jeux olympiques et elle a déplacé des gens, mais ensuite, les médailles ont été réattribuées. Pour faire court en 2021, il y avait une compétition de natation en Chine qui a aidé à sélectionner leur équipe olympique. Souvenez-vous que les Jeux olympiques de 2021 ont été reportés d'1 an. Donc, vous savez, c'est l'année olympique en 2021. Ils organisent cette compétition. 23 athlètes chinois sont testés positifs pour TMZ. Maintenant, selon les règles, si vous êtes sous l'eau, ce qui doit être le cas pour être certifié pour participer à ces événements, si un test est positif, il doit être signalé. Que vous ne trouviez aucune faute, car parfois il n'y a pas de cas de faute, n'est-ce pas? Parfois, c'est à cause de la viande, je veux dire, c'est très rare, mais ça arrive. Mais même s'il n'y a pas de faute, ces cas doivent être signalés et ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas été signalé. Ils ont mené leur propre enquête 3 mois après les faits et ils ont déclaré avoir trouvé des traces de TMZ dans l'évier et dans les conduits de la cuisine de l'hôtel où séjournaient les athlètes. Donc, pour résumer, c'est une pilule, pas un produit de nettoyage. C'est survenu pendant la période de haute contagion de la COVID en janvier 2021. Vous prétendez qu'ils n'ont pas nettoyé la cuisine pendant des mois, permettant de retrouver des résidus, peu importe de quoi. 13 des athlètes. 23, non? Donc, avec 23 cas positifs, Shinada, leur agence antidopage, informe finalement la WADA d'une contamination de masse, précisant qu'aucun individu ne sera tenu responsable. WADA affirme bien sûr c'est logique et rien n'est déclaré.
13 de ces athlètes finissent par nager aux Jeux olympiques. Je pense que 5 ou 6 d'entre eux finissent par remporter des médailles aux Jeux olympiques et personne ne le sait. Alors, il y a des lanceurs d'alerte qui sont allés à WADA et ont dit que ces athlètes utilisent TMZ et que cela a été dissimulé. WADA ne fait pas d'enquête. Alors finalement, ces lanceurs d'alerte commencent à aller vers les médias et ils viennent aussi utiliser l'ADA. Ainsi, le New York Times a passé 1 an et demi à enquêter sur cela et a finalement explosé dans cette histoire l'autre jour. C'est fou. Si WADA n'est pas digne de confiance, notre monde, alors que pouvons-nous faire comme qui pouvons-nous faire confiance? Alors, les dollars des contribuables américains vont financer WADA. Les États-Unis sont le plus grand bailleur de fonds de WADA. C'est 4 millions de dollars que vous payez. C'est des centimes pour vous, mais vous payez pour financer cette agence mondiale antidopage. Et ils ne respectent pas leurs propres règles. Parmi les autres choses qui ont été révélées, c'est que les Chinois ont donné à Agence mondiale antidopage un supplément de 1,9 million de dollars par rapport à ce qu'ils sont censés donner, ce qui n'est pas censé se produire. Prendre de l'argent supplémentaire est un conflit d'intérêts. Et 500 000 dollars de cela ont été notés pour des fins d'enquête. De plus, une autre chose qui est apparue ces derniers jours, c'est qu'il y a cette entreprise de vêtements de sport en Chine. Je pense que ça se prononce ANTA. C'est ANTA. Ils équipent l'équipe olympique de natation chinoise. Ils équipent l'équipe olympique chinoise. Et ils ont également payé l'Agence mondiale antidopage. Donc, les conflits d'intérêts ici sont vraiment mauvais. Eh bien, c'est presque comme si cela ressemble à tout cela a commencé avec une arnaque vraiment paresseuse. C'est comme, eh bien, vous savez, c'est un peu suspect si une personne a TMZ, mais si nous donnons simplement TMZ à tout le monde, ils ne peuvent pas vraiment penser que nous avons fait cela intentionnellement, donc ils vont juste oublier. C'est pas même comme un complot intellectuellement compliqué. C'est comme si on donnait TMZ à tous et disait que c'était un accident. Je suis sûr qu'ils y croiront. Alors, en voyant cet hôtel, si tout le monde mange la même chose et est contaminé, tout le monde va être testé positif. Et Je pense. ce qui complique l'avenir, c'est que la Shinada n'a pas suivi les règles de l'Agence mondiale antidopage. L'Agence mondiale antidopage ne les a pas enquêtés, acceptant leur explication. Et juste d'après les apparences, on dirait que d'accord. Donc, c'était juste quelques mois avant les Jeux olympiques. Oh, l'autre point important à noter est que le Comité international olympique, finance 50% de l'Agence mondiale antidopage. Donc, l'Agence mondiale antidopage ne veut pas nécessairement d'un gros scandale à la veille des Jeux olympiques. Et puis, rappelez-vous, quelques mois plus tard, Pékin a accueilli les Jeux olympiques d'hiver. Donc, tout cela comme bannir ces athlètes chinois juste avant les Jeux olympiques, sachant que les prochains Jeux olympiques se tiendront à Pékin quelques mois plus tard à cause du COVID. C'est juste mauvais. Mais maintenant, les athlètes sont furieux, et pas seulement aux États-Unis, partout dans le monde. Parce que si nous ne pouvons pas faire confiance à l'Agence mondiale antidopage, que faisons-nous? En gros, j'étais sur la colline à rencontrer différents sénateurs et membres du Congrès et à plaider notre cause pour tenir l'Agence mondiale antidopage responsable. Car actuellement, l'Agence mondiale antidopage ne peut être véritablement tenue responsable. La seule façon dont nous pourrions peut-être le faire est, par exemple, en supprimant leur financement. Mais nous avons besoin de l'Agence mondiale antidopage. Nous avons besoin. Ouais. Les États-Unis ne peuvent pas tout gérer. Ce serait fou et un énorme conflit d'intérêts. Nous avons donc besoin d'une agence mondiale antidopage robuste et digne de confiance. Mais pour l'instant, nous ne l'avons pas. Et les athlètes sont furieux. Oui. Je voulais demander qui choisit la direction à l'Agence mondiale antidopage. Donc, certains d'entre eux sont à travers le Comité international olympique. C'est tellement compliqué. Le vice-président était quelqu'un de Chine. C'est très politique. Et c'est une partie du problème. Et je ne sais pas si vous vous souviendrez, lorsque tout le scandale du dopage russe s'est produit, donc Xi, et il y avait un film à ce sujet appelé Icar. Donc, ouais. Ensuite, c'était comme, comment cela a-t-il pu arriver? Comment aurions-nous pu ne pas savoir qu'ils échangeaient des échantillons, qu'ils dissimulaient des tests? En substance, l'Agence mondiale antidopage a déclaré ne pas avoir suffisamment d'argent. En gros, nous n'avons pas le pouvoir de les rendre responsables. Nous n'avons pas les fonds, nous n'avons pas d'équipe d'enquête. Et donc, après cela, en 2017, toutes ces personnes, Michael Phelps a témoigné, des gens d'autres pays l'ont fait, et l'Agence mondiale antidopage a été réformée. Ils peuvent désormais tenir les pays responsables. Et ils ont bien le financement. Leur financement a fortement augmenté, avec une hausse de 52% entre 2019 et 2023. Et
Pourtant, ils n'ont pas suivi leurs propres règles, n'est-ce pas? C'est donc une situation vraiment mauvaise et j'ai beaucoup d'empathie pour les athlètes. 3 de ces athlètes qui ont remporté des médailles aux derniers Jeux olympiques se sont déjà qualifiés pour les Jeux olympiques de Paris. 2 autres pourraient aussi bien le faire. Et les athlètes, spécifiquement les nageurs, sont très fâchés. Ils doivent concourir contre quelqu'un qui a échoué à un test de drogue pour les derniers Jeux olympiques et me battre. Et maintenant, ils reviennent. Je veux dire, imaginez juste, vous savez, parler de devoir compartimenter et ne pas avoir à mettre totalement cela de côté. Donc ouais, en gros, c'est un énorme désastre et... C'est vraiment donc, c'est presque comme s'il y avait des problèmes de dopage à l'échelle mondiale et celui-ci était vraiment prévalent. Honnêtement, si je n'avais pas été un lanceur d'alerte qui l'avait révélé, nous n'en saurions même pas parce que cela aurait été simplement balayé sous le tapis. C'était sous le tapis. Donc vous devez penser à tous ces autres pays. Je suis curieux de savoir si vous pensez toujours qu'il y a des problèmes de dopage aux États-Unis avec certains sports, mais aussi avec d'autres pays. Je veux dire, c'est un seul lanceur d'alerte. C'est donc intéressant parce que les États-Unis ont le plus de centres de dépistage et le plus de tests, et pourtant, les athlètes américains gagnent toujours. Ils font toujours assez bien. Donc, je sais que si chaque athlète américain perdait, ce serait un peu un signal d'alarme, mais les athlètes américains gagnent toujours. Et je ne pense pas que le dopage soit présent dans tous les sports aux États-Unis. Je suis sûr que certaines personnes essaient de s'en sortir ou quoi que ce soit, mais je pense que les contrôles et les équilibres et les règles rendent probablement un peu difficile pour un athlète américain de se doper autant que, vous savez, peut-être un athlète chinois ou un athlète russe ou autre, ou choisissez un pays, peu importe, n'est-ce pas? Mais je suis curieux, quelle est votre opinion sur la solution? Parce que vous avez tous ces différents pays qui fonctionnent tous avec des infrastructures différentes, des idéologies différentes, des cultures différentes, et tout est différent. Et je ne pense pas que vous sachiez. Chaque pays n'opère pas à partir du même prisme moral que les États-Unis, et même les gens au sein des États-Unis n'opèrent pas toujours à partir d'un grand prisme moral non plus, mais je pense que c'est plus difficile quand il y a plus de réglementation. Les États-Unis ont leurs défauts. Je sais que tu es fan de hockey, donc j'avais des questions. Ouais, je sais. J'allais te parler, donc tu ne peux pas être drogué comme tu l'as cherché. Il n'y a pas de test de dépistage de drogue pour la Ligue nationale de hockey. Pour comme quand ils font les Jeux olympiques d'hiver et pour le Ligue nationale de hockey réelle, comme ils ne testent pas non plus la National Basketball Association ou football, dont je ne peux pas penser maintenant. Mais le hockey, donc dans le hockey... La National Football League, oui. Ouais, la National Football League, la plus grande. Mais j'aime c'est celle que je ne regarde pas. J'écoute, je suis aussi Canadien, donc je vais recevoir de la haine pour ça, mais j'aime mes sports, le hockey. Donc comme je viens de déménager aux États-Unis. Et comme l'amour pour le football dépasse l'amour. Ouais, d'accord. Et j'ai grandi dans le nord du Minnesota, donc comme je comprends l'amour du hockey, comme c'était notre truc, j'ai même perdu notre équipe professionnelle pendant un moment parce que nous sommes tellement obsédés par le hockey lycéen. Et maintenant, nous avons enfin à nouveau Wild. Mais donc, je comprends, mais par exemple, la Ligue nationale de hockey, ils ont leurs propres tests, mais ils ne peuvent pas être testés au début des séries éliminatoires jusqu'au premier match de la... saison. Je suis... Désolé, quoi? Le dopage aurait lieu pendant la récupération des playoffs et ensuite... Bureau quand... Vous vous entraînez, donc je veux juste préciser que nous avons des problèmes aux États-Unis. Et même pour les sports qui relèvent de la juridiction de l'Agence antidopage des États-Unis, comme, regardez, si vous voulez vraiment vous en sortir et que vous êtes prêt à prendre beaucoup de risques, vous pourriez peut-être y arriver. Comme l'Agence antidopage des États-Unis a des limites. Ils ne peuvent vous tester qu'à partir de 6 heures du matin, jusqu'à 11 heures du soir, pour microdoser durant ces autres heures. Mais au moins, ils ont un programme de test si robuste que vous devez être sur vos gardes. Cela n'empêche pas les gens d'y aller. Ouais. Mais quelle est la solution? C'est si difficile. Mais je crois que la solution est que tout le monde doit être tenu au même standard. Et cela devrait être des milliers de tests annuels par pays. Et par exemple, toute cette situation avec Shinada, ils n'ont pas respecté les règles. Donc, il devrait y avoir alors une sanction. Je ne veux pas que les athlètes s'aient à payer, mais si nous voulons vraiment un sport propre, c'est comme ce qui s'est passé avec le scandale russe. C'était malheureux qu'il y avait sûrement des athlètes russes propres et ils ont fourni un moyen pour eux de pouvoir concourir au moins en athlétisme.
comme il devait le prouver, il devait vivre hors du pays, il devait être ouvert à plus de tests. Mais que faisons-nous à moins que nous ne tenions réellement ces pays responsables et à moins que nous n'ayons réellement cette norme qui a du sens? Ça va juste continuer. Être comme ça ne sera jamais réparé. Non, ça ne sera jamais réparé. Donc, c'est toi, tu sais, tu parles de ça maintenant. Tu sais, tu parles au sénateur, tu n'as pas encore témoigné à ce sujet, peut-être un jour, mais peut-être un jour. Mais parle-moi parce qu'en dehors des athlètes, je pense que toutes les personnes à haute performance succombent à cela à un certain niveau. Tu as quitté ta carrière de manière relativement négative et même quand les gens quittent leur carrière de manière très positive, donc je pense à un homme d'affaires qui vend son entreprise, ils ont toujours cette crise d'identité. Que faire maintenant? Donc, je ne peux qu'imaginer, quand tu quittes ta carrière de manière pas si amusante, tu dois avoir une sorte de crise d'identité et je veux que tu aides les gens qui ont une crise d'identité parce que je veux dire le niveau que c'est la merde qui t'est arrivée. J'espère que personne d'autre n'aura à passer par là, même si je sais que quelqu'un d'autre le fera, mais la force mentale que tu démontres est phénoménale et je veux juste que les gens comprennent comment as-tu réussi à passer à une sorte de deuxième souffle, deuxième saison réussie, heureuse et productive de ta vie après avoir traversé toutes ces merdes, parce que je suis sûr que ce n'était pas facile. Ouais, je veux dire, regarde, non, je ne suis pas comme l'enfant modèle. Je voulais courir aux Jeux olympiques de 2016. Je pensais qu'avoir un autre enfant serait ma gloire, comme si j'avais participé à 3 Jeux olympiques et terminé dans le top 3 aux essais de marathon. J'étais 4e, ce qui m'a conduit à douter de ma valeur pendant 3 ans. Je courais, mais sans enthousiasme, me blessant constamment, comme si mon corps me signifiait que nous avions convenu que j'arrêterais après les Jeux olympiques. Et j'ai vraiment eu du mal avec si je ne fais pas partie d'une équipe olympique, quelle valeur ai-je? Et honnêtement, d'une manière étrange, le fait de passer la quarantaine a beaucoup aidé parce que j'ai réalisé que j'étais dans la seconde moitié de ma vie et que je ne pouvais plus m'inquiéter de cela. Mais je pense que j'étais ouverte à, vous savez, j'ai lutté pendant quelques années pour essayer de faire quelque chose pour que je sache que j'avais fini. Et regarde, tu es comme tu essayes de comme dire, comme je souhaite simplement que mon corps ne soit plus apte à concourir. Je veux avoir encore une bonne course. Je sais, tu sais, chaque fois que je me prépare, je finis par me blesser ou mal courir. Mais je comprends que c'est tellement difficile. Et mon mari a aussi vécu cela. C'est comme si tu avais longtemps poursuivi quelque chose avec des œillères. Et le truc, c'est que dans la vie, beaucoup de fois, les choses riches se terminent rarement comme tu le souhaites. Et tu dois être d'accord avec ça, mais il y a toute une autre vie après ça. Et j'ai essentiellement lutté pendant quelques années en me demandant vraiment qui j'étais. Et puis j'ai juste commencé à prêter attention aux opportunités. Et pour moi, j'adore courir, donc des choses dans l'industrie de la course. J'ai finalement été embauchée par National Broadcasting Company. Je suis maintenant l'analyste de distance pour National Broadcasting Company pour tous les Jeux olympiques et les grandes rencontres d'athlétisme. Et j'adore ce côté de ma vie, c'est tellement amusant. Et je peux toujours être dans le sport. Et j'applique toutes ces connaissances que j'ai acquises en cours de route, ici sur une plateforme totalement différente, mais je peux l'appliquer et donc je comprends totalement le sentiment de genre, je ne suis plus rien maintenant, la chose qui me rendait importante et la chose qui me rendait spéciale, je ne peux même plus le faire, mais ce n'est en fait pas vrai. C'est une chose qui t'a rendu spécial et t'a fait te sentir important. Il y a d'autres aspects en toi, donc c'est juste, c'est reconnaître que c'est une perte et c'est triste et il y a comme une période de deuil, je dirais, mais ensuite, réaliser que personne n'est une seule chose. Ce n'est pas comme si une seule personne était une seule chose. Et ensuite, vraiment être ouvert à ce que je peux offrir d'autres et ce que je pourrais faire d'autre et prendre un risque. Tu sais, je n'ai jamais voulu être à la télévision. Ce n'était rien qui m'intéressait, jamais. Tu sais, quand National Broadcasting Company m'a d'abord demandé de passer une audition, je leur ai dit non. Et mon mari a dit de le faire. Il était comme, fais-le, c'est une expérience et c'est quelque chose sur ton CV. Tu sais, c'est devenu une carrière que j'ai absolument adorée. Donc, je pense juste être ouvert au changement et savoir que tu es plus que cette seule chose à laquelle tu as brillé. Tu as traversé tant de périodes difficiles, mais quand tu avances rapidement, il y a beaucoup de bonnes leçons que tu as apprises de toutes les différentes choses que tu as traversées et j'aimerais entendre une leçon que tu as apprise pour toi, peut-être juste une leçon pour un jeune athlète que tu aurais aimé que quelqu'un te dise quand tu as commencé.
Je veux dire, j'aurais aimé comprendre plus jeune que le succès n'arrive pas du jour au lendemain. Et je veux dire, tu l'as même mentionné plus tôt, mais et surtout maintenant avec les réseaux sociaux et tout, on a l'impression que tout le monde réussit tout de suite. Mais la réalité, c'est que si je parlais à un jeune athlète, je dirais que j'ai atteint mon apogée dans la trentaine. Et quand j'avais 15 ans et que je me tuais à la tâche parce que je n'avais pas fait de record personnel, je n'aurais jamais imaginé que je le ferais encore pendant 20 ans, tu sais. Et donc, il faut juste savoir que la vie est un long voyage. Je sais que nous voulons tous réussir tout de suite, mais les bonnes choses prennent du temps et cela demande de la pratique, de l'amour et du travail. J'aurais aimé que quelqu'un me le dise quand j'étais plus jeune parce que j'avais l'impression que tout dépendait de chaque course que je courais. Je pense que l'une des choses que j'ai apprises sur moi-même, et je pense que la plupart des gens le sont parce que, croyez-moi, je ne suis pas si forte, mais je suis juste beaucoup plus forte que je ne le pensais. Tu sais, bon, j'ai pu affronter beaucoup de tempêtes et oui, certaines d'entre elles ont été vraiment difficiles, mais elles m'ont rendue plus intelligente, plus complète et plus sûre de qui je suis. Et je pense que la plupart des gens sont beaucoup plus forts qu'ils ne le pensent. Tu entends des gens dire, ben, oh, si cela m'arrivait, ben, ça me tuerait. Et en réalité, ça ne le fait pas. Et tant que tu peux t'en sortir, tu es en fait mieux de l'autre côté. Je sais que ça sonne tellement cliché, mais c'est vrai. C'est tellement vrai, c'est tellement, tellement vrai, je veux dire. T'as aussi, si je ne me trompe pas, il y avait un neurologique. Dystonie chez les coureurs. N'ai aucune idée de ce que cela signifie d'ailleurs. Donc, peut-être expliquer, parce que tout ce que je comprends, c'est que cela limite comment vous pouvez courir. Est-ce un physique ou est-ce un neurologique? Signifie qu'il implique votre esprit, votre cerveau, à une certaine capacité. Oui, d'accord, donc ce n'est pas juste comme un physique purement. Donc, il y a une condition cérébrale d'une certaine sorte qui limite combien vous pouvez courir. Et je veux aussi que vous parliez simplement de comment cela vous a affecté. Mais aussi, vous savez, juste en repensant à toute la merde avec laquelle vous avez dû faire face. Comme c'est, oui, difficile, mais vous avez affronté des situations plus difficiles, vous avez affronté des situations plus dures, qui finalement, quand vous... La vie est encore, vous savez, nous venons d'en parler au début, la vie est si étrange. Comment ça fonctionne, comme tout ce qui se passe dans votre vie, aussi horrible que cela puisse être, vraiment vous prépare pour le prochain chapitre et toutes les différentes choses dans votre vie qui vous ont rendu dur et vous ont permis de persévérer et d'endurer. Puis quand quelque chose comme ça arrive, tout à coup, c'est comme... Vous savez quoi, j'ai compris comment faire face à 200 autres choses horribles qui se sont passées dans ma vie et en même temps, j'ai gagné 10 000 fois. Donc, je vais aussi comprendre cela. Je suis sûr que c'est probablement ce qui vous a permis de gérer cela avec grâce et de ne pas le laisser vous détruire psychologiquement, mentalement, physiquement. Mais en tant que coureur, vous ne pouvez plus courir autant. Ce n'est pas facile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors j'ai commencé à tomber quand je courais et à manquer de sensation dans ma jambe gauche inférieure. J'ai commencé et je suis tombée dans la circulation et j'ai finalement réalisé que je devais aller chez le médecin et il a fallu 1 an pour obtenir le diagnostic car j'avais passé des imageries par résonance magnétique et j'avais des imageries par résonance magnétique par le cerveau et j'avais quelques lésions donc ils pensaient que j'avais la sclérose en plaques et puis pour faire court, j'ai finalement été diagnostiquée avec une dystonie de mouvement répétitif qui arrive souvent chez les musiciens ou les écrivains. C'est un mouvement que vous faites. Encore et encore et encore, et ils ne savent pas pourquoi cela arrive. Beaucoup de gens ont une mauvaise chute avant que cela n'arrive, et j'ai eu une très mauvaise chute, mais j'ai l'impression que les symptômes avaient commencé avant cela. Mais en gros, quand ma jambe gauche se balance pour atterrir sur le sol, au lieu de simplement les muscles nécessaires pour atterrir sur le sol et ensuite pousser, tout se déclenche en même temps. Et donc, je n'ai aucune sensation que j'ai touché le sol, que je pousse sur le sol. Vous comprendrez cette analogie parce que vous êtes un joueur de hockey. C'est ce que j'ai dit à mon médecin la première fois que je suis allé. Je lui ai dit, c'est comme si j'étais sur la glace la plus fraîchement embonie et j'ai une chaussure glissante et mon pied descend et je ne sais pas qui va aimer ça, ne sais pas exactement, je sais exactement le Les gens me regardent avec un air vide. visage. Et c'est en fait un sentiment terrifiant parce que vous avez l'impression de ne pas avoir le contrôle de votre corps à ce moment-là parce que votre pied ne s'accroche tout simplement pas et fait ce qu'il veut. C'est le pire sentiment. Le seul Personne à qui j'ai jamais dit ça qui l'a réellement compris. C'est donc ce que ça faisait. Et c'est vraiment frustrant. J'ai obtenu un 2e avis à la Mayo Clinic qui a confirmé le diagnostic. Et le médecin là-bas m'a dit, tu dois simplement arrêter de courir parce que ça peut devenir vraiment mauvais. Cela peut affecter votre marche, ce qui s'est produit.
C'est à ce moment-là que j'ai fini par aller voir ce spécialiste parce que j'avais du mal à marcher. Mais ma neurologue, remarquable, me dit que je courais 135 miles par semaine. Tu participais au marathon olympique comme si de rien n'était. Ne les écoute pas quand ils disent bon, que tu ne peux pas le faire. Trouvons un moyen de découvrir ce que tu peux faire. Et je suis tellement reconnaissante envers elle. Un grand merci au Dr. Jill Olson. Alors, j'ai commencé à aller en kinésithérapie. J'ai commencé à faire des thérapies vraiment intensives juste pour trouver un moyen de pouvoir encore courir un peu. Et en gros, ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est que je prends un médicament pour la maladie de Parkinson avant d'aller courir pour aider mes muscles à se détendre un peu et ne pas être si contrôlé par mon cerveau et non mon corps. Et ensuite, je reçois aussi des injections de Botox trimestriellement, donc tous les 3 mois, dans ma jambe inférieure, de sorte que lorsque mon cerveau envoie le signal pour que tout se déclenche, il ne peut tout simplement pas parce qu'il a été botoxé, donc il est mort, oui. Et donc, je ne peux pas courir comme je le faisais avant. Je ne peux pas aller courir dans les montagnes comme je le faisais avant parce que je trébuche très facilement. Je ne peux pas dire la marge que je fais, mais je continue à sortir et à fixer des objectifs qui sont différents. Comme j'ai fixé un objectif il y a quelques semaines pour courir en dessous du temps le plus rapide de mon fils sur 5 kilomètres, et je l'ai fait. Et vous savez quoi? Ça fait sacrément du bien. Mais Ça. Complètement différent, tu sais, 4 minutes plus lent que ce que j'avais l'habitude de courir dans le 5K, mais ça me faisait toujours me sentir assez génial. c'est la vie, faut continuellement redéfinir ses objectifs, non? Et tu dois continuer à redéfinir tes objectifs et qui tu es en tant que personne ne peut pas être statique. Il faut que ce soit fluide et que cela évolue. Et je pense que c'est parce que beaucoup de gens ont du mal à atteindre même ce premier jalon dans la vie, comme ce premier grand succès, que beaucoup de gens essaient d'accomplir leur premier grand succès toute leur vie et n'y arrivent même jamais. Mais quand tu accomplis quelque chose que tu sais que 0,001 de la population accomplit, et ensuite tu te dis, d'accord, qu'est-ce que je fais ensuite? Parce qu'il n'y a pas de guide. Il n'y a pas de guide pour la vie après les Jeux olympiques. Tu plaisantes, qui est comme c'est le top 1% ou 0,01% pour une raison, parce que peu de gens y arrivent. Mais en tant que personne à haute performance, comme c'est quelque chose que tu finiras par atteindre, parce que tu te produiras au sommet de n'importe quel sport dans lequel tu es, tu gagneras plus d'argent que la plupart des gens avec qui tu es allé au lycée et à l'université. Peu importe ce que c'est, tu bâtiras une entreprise plus grande que celle de tes amis en W2. Cela n'a pas vraiment d'importance. C'est comme si tu devais constamment veiller à prendre soin de toi et tu prends soin de genre ton futur toi. Je pense que beaucoup perdent leur identité, leur but. Être une personne à haute performance ne signifie pas exceller dans tous les domaines de la vie. On voit beaucoup de relations brisées. Beaucoup de gens, je veux dire, pas de votre monde, du monde des affaires, ils perdent de leur santé et leur bien-être, à la fois mental et physique, parce qu'ils n'ont plus d'identité, ou ils sacrifient leur identité pour la seule chose qu'ils savent faire. Donc je pense que c'est une personne encore plus forte qui peut non pas pivoter, mais comme ajuster avec grâce au fur et à mesure que la vie avance vers une nouvelle version d'eux-mêmes et être heureux et fier de cela. Il y a beaucoup de saisons dans la vie comme tu ne veux pas. Je ne voulais pas avoir 40 ans et être mort et être comme, eh bien, j'ai tout accompli. Il n'y a aucun intérêt à vivre. Il n'y a rien qui va me donner de la joie. C'est comme, non, j'ai encore plus de la moitié de ma vie devant moi, comme j'ai besoin de réévaluer ce que c'est. Et je suis Oui, d'accord. Je suis comme, j'ai beaucoup de choses en cours. Mais je comprends que c'est difficile. Mais oui, comme vraiment redéfinir ce que signifie le succès et redéfinir ce que signifie le bonheur, ça aide tellement. Quels seraient quelques mots de conseil pour un jeune athlète lorsqu'il cherche à s'impliquer avec une équipe ou un entraîneur ou un mentor? Quelle serait la seule règle ou la seule sorte de pensée ou d'aperçu que vous donneriez à cette personne juste pour qu'espérons qu'il ne se retrouve pas dans le mauvais espace? Je pense qu'il est important, lorsque vous cherchez un entraîneur ou un mentor, assurez-vous qu'il y a quelqu'un associé à eux avec qui vous pouvez vérifier qui ne va pas revenir à cette personne, n'est-ce pas? Donc peut-être qu'il y a juste le liaison qui vous parle ou un coéquipier, juste quelqu'un. Parce que c'est difficile à savoir, surtout quand vous êtes plus jeune, est-ce le bon choix pour moi? Et vous devez être capable de le rebondir sur quelqu'un d'autre, comme une partie neutre, même quand vous y êtes, et assurez-vous que oui, vous devriez rester. Vous savez, pour moi, je n'avais nulle part où aller. Où allais-je aller? Tout le monde à qui j'aurais parlé de ça était en haut de la chaîne Nike jusqu'à Phil Knight. Alors, à qui vais-je aller? Donc, j'encourage vraiment les gens à s'assurer que vous avez quelqu'un d'autre à qui vous pouvez aller.
si vous commencez à vous sentir mal à l'aise, une question si c'était le bon endroit pour vous. Oui, ça peut être considéré comme un contrôle de santé mentale, comme si je sentais que quelque chose n'est pas bon. Une troisième personne impartiale, vous savez, une tierce partie qui n'est pas impliquée dans cela. Est-ce normal que cela se produise? Et oui, d'accord, c'est un bon conseil parce que je pense que c'est une dynamique intéressante entre l'entraîneur et l'athlète, ou agent et jeune comme interprète, artiste, acteur, peu importe. C'est comme si ça pourrait être c'est comme si la dynamique de pouvoir était décalée. La dynamique de pouvoir est toujours décalée, n'est-ce pas? Je veux dire, cela se produit aussi en entreprise, mais je pense juste que c'est parce qu'en entreprise, vous ne cherchez pas un mentor jusqu'à ce que vous ayez atteint un certain âge. Généralement, vous avez environ 25 ans. Je veux dire, ce n'est pas pour dire que le comportement prédateur n'existe pas, mais je pense qu'au moins, vous avez une petite idée de comment le monde fonctionne et de ce qui devrait et ne devrait pas se passer dans le sport. Vous êtes juste si jeune. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Vous ne savez vraiment pas ce qui se passe. C'est comme si vous supposiez que tout ce qui se passe est censé être ainsi, et c'est là que les gens peuvent malheureusement en profiter. D'accord. La dernière chose que j'aime toujours demander, parce que, vous savez, nous avons commencé cette conversation en parlant de votre livre. Quand vous regardez en arrière ce que vous avez écrit et vous savez toutes les informations que vous avez mises là-bas, et vous savez, vous avez sorti un peu plus d'informations que vous hésitiez à mettre là-bas. Y avait-il quelque chose que vous auriez encore souhaité mettre dans le livre que vous n'avez pas fait? C'est bien, la copie originale du livre était 2 fois plus longue qu'elle ne l'est et l'éditeur l'a réduite. Donc, Vous aviez aussi un bon éditeur, ouais. ouais, donc il y a beaucoup d'histoires que je pensais importantes qu'il ne pensait pas importantes. Et donc, j'aurais aimé que toutes ces petites histoires soient là parce que je pense que cela vous aide à voir comment je suis devenue qui je suis et quels ont été les points de basculement et des choses comme ça. Mais je dirais globalement qu'il a gardé les histoires qui comptaient le plus. Et y a-t-il une histoire que vous pensiez que c'était... Je sais que les gens me demandent ça. Il y a tellement de petites histoires. Non, c'est bon, si le livre était bien, je suis juste curieuse. Non, je pense qu'il n'y avait rien que quand je l'ai lu, j'étais comme, j'aurais vraiment aimé que ça reste. J'avais l'impression que ça racontait toujours l'histoire complète, donc non, ça me va. Bien, tu peux en faire un autre. Tu feras un autre livre. Plus d'histoires, ouais. D'accord. Donc, si les gens veulent se connecter avec toi, où devraient-ils aller? Où veux-tu qu'ils aillent? Évidemment, nous mettrons dans les notes de l'émission le lien vers le livre, Amazon, partout où tu peux acheter tes livres, social, quoi d'autre? Ouais, vous pouvez me suivre sur Twitter et Threads et Instagram à ucarogoucher. J'ai une page Facebook, mais je vais être honnête, je n'y vais jamais. Mais vous pouvez me suivre là-bas et voir ce que je fais et il y a des moyens là-bas pour me contacter si vous en avez besoin. Parfait. Et puis nous avons un peu couvert cela, mais j'aime toujours terminer avec cette question. Si tu allais revenir en arrière et dire à ton moi de 20 ans une leçon, quelle serait cette leçon? Honnêtement, ce serait juste quelque chose que je me disais quand j'étais plus jeune et que je n'avais pas le succès que je voyais chez les autres. Et je lui dirais simplement, sois patiente, petite lionne, tu vas rugir et aie juste de la patience, tout va payer.